va passer à SCP-021-PL, le parieur. C'est un sûr, et on a une image de droite à gauche, le SCP et son étui. Donc le SCP, c'est donc les cartes, et du coup, il y a sa boîte. Ok, il est vachement cool ce SCP. Et ben, on va voir. Description. SCP-021-PL est un jeu de 52 cartes de poker imprimées en accord avec la législation du matériel casinotier, je savais même pas que ça existait ce mot, en vigueur aux États-Unis. Ce jeu se trouve dans son étui d'origine qui ne peut pas être remplacé. Si cela est tenté, les cartes disparaissent et reviennent dans l'étui via un mécanisme inconnu. On aura certainement une petite TP, hein. Une réaction analogue se produit lorsqu'il est tenté de détruire ou de retirer certaines cartes du paquet. Tout autre objet placé dans l'étui disparaît et réapparaît quelques instants plus tard à côté de celui-ci. L'étui en lui-même résiste à des températures élevées, à l'acide et à l'humidité. Il présente également de fortes résistances aux dommages mécaniques et si besoin peut produire de quoi colmater les déchirures même importantes. Oh! Donc là, on est sur des cartes dont l'étui semble être, j'allais dire, il est pas indestructible, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait une capacité de régénération. C'est intéressant, ça. Le morceau arraché disparaît alors à un rythme correspondant à celui de la régénération de l'étui. Il a été observé que l'augmentation de la distance entre le fragment détaché et l'étui entraîne une augmentation proportionnelle du temps de régénération. Le fond de l'étui est collé par une colle extrêmement forte qui, à ce jour, résistait à toute tentative de dépliage. Intéressant tout ça. L'existence de l'objet a été enregistrée le 11 septembre dans les années 2000, lorsqu'un certain monsieur a été interné dans un hôpital psychiatrique supervisé par la Fondation. Il affirmait avoir été le matin même président de la Banque nationale de Pologne, mais avoir perdu son poste à la suite d'un stupide jeu. Attends. Est-ce que tu ne me dis pas que ce bouffon a parié son poste de directeur de la Banque nationale de Pologne avec un paquet de cartes? Je sais que les gens les plus addicts aux jeux d'argent sont capables d'hypothéquer leur maison, voire des biens qui ne leur appartiennent pas, mais parier son travail? Selon les informations disponibles, ce monsieur n'a jamais occupé semblable fonction, ni même été lié au secteur bancaire ou public. Ah non! Bah pourquoi alors il prétend être un ancien banquier? Bizarre. Il montrait un jeu de cartes à tous ceux qu'il croisait, le désignant comme le responsable. En vertu de la procédure standard de contrôle des hôpitaux psychiatriques, l'artefact a été récupéré et le monsieur a été soumis à un interrogatoire. Celui-ci a révélé la nature anormale de l'objet, confirmée expérimentalement par la suite, voire transcription de l'interrogatoire ci-jointe. Donc là, moi ce que je trouve déjà intéressant, c'est que là, on a une nouvelle approche pour trouver des SCP par la Fondation. Les hôpitaux psychiatriques dirigés par la Fondation. Car oui, on sait qu'il y a beaucoup de SCP, surtout des SCP mémétiques, qui peuvent faire en sorte que les gens deviennent fous. Donc, un hôpital psychiatrique géré par la Fondation, je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Le SCP ne présente aucune réaction anormale jusqu'à ce que les cartes soient mélangées et placées sur une table de n'importe quelle dimension, permettant une utilisation confortable avec au moins 2 chaises jointes. Ça peut également être des tabourets. Très bien. Après l'exécution de cette action, apparaît face à la personne interagissant avec l'objet un homme d'une 50aine d'années, désigné comme SCP-021-PL-1, vêtu selon le testeur d'un costume gris rayé et d'un chapeau de la même nature. Selon les analyses de la Fondation, cette tenue correspond au mode américain des années 1950. Ok. Toujours selon les observateurs, il est impossible de voir son visage, celui-ci étant couvert par l'ombre de son chapeau, qu'il n'enlève jamais. Il est possible de converser plutôt avec lui, mais ne donne des informations le concernant que superficiellement et à contre-cœur. Après son apparition, donc le monsieur propose une partie de poker dans laquelle la mise ne sera pas de l'argent mais des événements de la vie du joueur. Théorie qui vient de pop dans mon cerveau là, dans mon cerveau de type Sherlock Holmes. Est-ce que ce mec, quand tu perds le pari contre lui, il n'y a plus aucune trace de ce sur quoi tu as parié de base? Genre, on reprend l'exemple du banquier. Imaginons, il était bel et bien le directeur de la Banque nationale de Pologne. Il met en jeu son métier. Il perd la partie de poker avec le mec, et du coup, toute trace de son ancien travail a complètement disparu du coup. C'est un peu ce que moi je suis en train de m'imaginer là en termes de pari là. Que du coup, administrativement parlant et dans la mémoire collective, ce mec n'a jamais été le directeur de la Banque nationale de Pologne. Alors qu'à la base, c'était le directeur. Si c'est ça, c'est du génie. Après avoir accepté les règles, la partie commence avec de petites mises, des événements mineurs comme l'achat d'un nouveau pantalon. Cependant, au fur et à mesure de la partie, le monsieur force le joueur à miser des moments de plus en plus importants. Si le joueur gagne, il reçoit un jeton de poker vert, qui est bientôt automatiquement échangé contre un événement dans la vie du joueur d'une valeur équivalente à celle de ceux misés durant la partie. Donc si on reprend l'exemple du pantalon par exemple, ça veut dire que si tu mises un souvenir comme quoi tu as acheté un nouveau pantalon,
et que t'as gagné, tu reçois un jeton vert et en fait tu peux créer un espèce de souvenir en fait, mais équivalent du coup à ce que tu viens de gagner. Là par exemple si je gagne un souvenir du fait que j'ai acheté un nouveau pantalon, bah je peux utiliser pour dire bah j'ai acheté un nouveau t-shirt quoi par exemple. Si c'est ça, c'est intéressant. Le jeton disparaît alors peu importe son emplacement ou s'il est en possession du joueur. L'effet ne change pas si le jeton est vendu ou transféré à quelqu'un d'autre et s'applique toujours au possesseur d'origine. D'accord, donc tu peux pas vendre le jeton. Les événements générés par l'implantation du jeton sont souvent positifs. La seule exception est dans l'incident 021-1, voir le document si on l'a. D'accord, et ça du coup c'est le fameux jeton vert. C'est marqué bicycle. Mamie, c'est la peine de prison pour les classes D. Bah là, si tu gagnes ta mise, ben ta peine de prison en tant que classe D elle est révolue et tu peux échanger ça, il semblerait, contre quelque chose qui a la même valeur. C'est pas mal. La situation est plus grave si le joueur perd la partie. Les événements sont alors effacés de la réalité et oubliés par tout le monde à l'exception du perdant. Le cas échéant, aucune mention d'eux ne peut être trouvée dans la documentation disponible. Les conséquences possibles de ces événements sont également supprimées comme s'ils n'avaient jamais eu lieu. Il est néanmoins possible de les récupérer en gagnant une partie avec une mise de valeur équivalente. Bah c'est ça, c'est bel et bien ce que j'avais dans la tête. Donc en fait c'est pas une mise d'argent que tu fais avec ce mec, c'est une mise de fait de la réalité. Donc là ouais, faire attention quand même parce que là par exemple si tu mises si tu mises par exemple la naissance de ton gosse et que tu perds, bah ton gosse il disparaît hein. Et personne ne se souviendra de ce gosse à part toi. À double tranchant, ce genre de choses quand même, faut faire super attention. Quel que soit le résultat de la partie, lorsqu'elle est terminée, le joueur remet à son insu les cartes dans la boîte. Il convient de remarquer que si l'objet est sorti de l'étui mais n'est pas mélangé, il est après 10 minutes dissimulé par la personne la plus proche, de façon inconsciente, d'accord? Si personne n'est à proximité, l'artefact se dématérialise immédiatement et apparaît dans l'étui après 2,96 secondes, c'est extrêmement précis. Une réaction similaire se produit lorsque la personne interagissant refuse de jouer, ce qui selon les testeurs est extrêmement difficile à faire car, outre le caractère pressant du coup du paquet de cartes, ils ressentent un très fort besoin de relever le défi. Ça joue sur l'ego humain, bien évidemment. Après, de toute façon, c'est un SCP, c'est pas impossible qu'il y ait une espèce d'effet mémétique qui fait que t'as vraiment une augmentation de l'envie en fait de tenter le risque en fait. Je rappelle, évidemment, les jeux d'argent sont dangereux. Faites très attention quand vous jouez au casino. Si vous sentez que vous perdez trop, arrêtez. Au contraire, si vous gagnez beaucoup en peu de temps, arrêtez. Le casino gagne toujours. Procédure de confinement spéciale. L'objet doit être conservé dans son étui d'origine dans une armoire blindée avec un cadenas à code. En raison de sa nature, il peut être rangé dans une cellule de confinement à part ou dans un autre pot correctement sécurisé, selon les ressources à la disposition de la fondation. Les employés dotés d'une accréditation de niveau 3 ou supérieur peuvent accéder à l'objet. Ok. Ouais, un peu procédure standard, on va dire. Parce qu'en fait, si jamais tu joues, c'est seulement quand tu touches les cartes en fait que là t'as un problème, tu peux potentiellement déclencher le truc en fait. Conclusion. Les recherches sur l'objet sont rendues difficiles par le fait qu'il est impossible d'enregistrer le déroulement d'une partie avec un quelconque équipement de la fondation. Pardon ? Tu peux même pas filmer ou quoi que ce soit ? Bah après, le problème c'est que si t'enregistres un truc, que le mec il mise et qu'il perd, bah en fait automatiquement le truc disparaît de la réalité. Donc en fait, à mon avis, les enregistrements et tout, ils se barrent. Et personne va croire en fait le truc. Le test de la boîte est bien fait. Ouais, c'est ça. Là, après, là c'est un peu logique, c'est un objet qui est inanimé, donc ça va à la limite. Il faut la présence d'une personne pour pouvoir déclencher le SCP en soi. En effet, pour un observateur extérieur, les joueurs, après avoir mélangé le paquet, s'immobilisent pour une durée de 1,2 à 3 secondes, puis rangent les cartes. Mais c'est bon, d'une certaine manière, je peux comprendre, parce que le problème, c'est qu'après, le Michel, là, avec son chapeau, j'ai comme l'impression qu'il a envie de garder son anonymat, ce mec. Donc ça va être un peu compliqué de l'interroger ou quoi que ce soit, donc d'avoir des images de lui. Mais le truc, c'est que... comment expliquer ? Comme je disais en fait tout à l'heure, il y a aussi le fait que si tu mises un truc, tu le perds, en fait il faut faire en sorte que les preuves en tout cas du pari disparaissent. Le monsieur, donc notre ami le parieur, ne peut pas non plus être détecté. Est-ce qu'on aurait un semblant de paranormal de type fantôme ? Par conséquent, malgré les témoignages des testeurs affirmant que la salle où ont lieu les parties de l'entrepôt, où ont lieu les expériences, il est considéré que la partie se déroule dans un lieu inconnu où la conscience du joueur est transférée. Là, j'ai envie de vous dire, est-ce que on ne joue pas avec le diable ? Est-ce qu'on se fait pas une petite épée en enfer pour dire bonjour au diable ? Est-ce que tu veux parier quelque chose ? Donc ce lieu prend donc pour des raisons inconnues l'apparence de l'endroit où le phénomène commence. Notre ami le
parieur en lui-même est également un mystère et est décrit par les testeurs comme un excellent joueur qui ne semble pas tricher. Il perd parfois en raison de mauvaises mains. Connaître son passé pourrait permettre une meilleure compréhension du sujet. Même pour le moment, seules quelques phrases vagues ont été obtenues disponibles dans les documents du coup 6 juin. Comprendre le mécanisme utilisé par l'artefact est également malaisé en raison de sa nature qui empêche d'observer correctement l'impact du sujet sur la réalité, forçant la fondation à se reposer sur les témoignages souvent imprécis des testeurs. En fait c'est un peu ça le problème, c'est le fait est que du coup comme tout le monde oublie l'événement qui a été supprimé au cas où si tu perds le pari, t'es obligé de croire en fait les mecs qui sont devenus fous en fait derrière. Alors on va passer maintenant aux pièces jointes et on a le premier qui est un entretien avec quelqu'un qui a eu lieu. Ça doit être le Michel là qui est arrivé à l'hôpital et qui se prétend être le directeur de la Banque nationale polonaise là. Donc c'est le 11 septembre dans les années 2000 à 15h30 dans le centre numéro on sait pas combien. L'interrogé est un homme blanc, caractéristique typique slave, cheveux courts, yeux bleus, 1m73, 47 ans, ok. Il a été conduit dans un hôpital psychiatrique quelque part après s'être battu avec les vigies qui lui refusaient l'accès au quartier général de la Banque nationale polonaise. Il affirme être le président bien que les faits montrent le contraire. Il lui a été diagnostiqué une névrose aggravée. L'entretien mené par le docteur du coup est enregistré par les micros externes et des caméras. Très bien. Début de l'enregistrement. Le docteur entre, l'interrogé le regarde nerveusement mais ne fait rien. Monsieur, pendant votre détention, vous avez affirmé être le président de la Banque nationale polonaise. L'affirmez-vous toujours? C'est ça. En tout cas, c'était comme ça ce matin. Cependant, vous n'exercez pas cette fonction et vous ne l'avez jamais exercée. Je sais, il me le répète depuis ce matin. Je m'en souviens très clairement. J'occupe ce poste depuis 3 mois. Est-ce que c'est un complot ou alors je suis vraiment devenu fou? Qu'est-ce qui a causé la perte de votre emploi selon vous? Vous allez me prendre pour un cinglé. En même temps, j'ai déjà été diagnostiqué plusieurs fois, donc alors bon. C'est à cause d'une partie de cartes, de poker en fait. Il me faut plus de détails. Bon, j'avais un peu de temps avant le travail, alors je suis allée au café où je vais toujours les matins où je suis libre. Et je me suis assis à ma table préférée. C'est là que j'ai trouvé les cartes dans la poche de ma veste. J'avais dû les y mettre depuis les oublier. Comme bizarrement il y avait de l'attente, j'ai mélangé le jeu plusieurs fois pour m'amuser. Et dès que je l'ai posé sur la table, j'ai vu un homme d'à peu près mon âge, au costume démodé, assis en face de moi. Il ne s'est pas présenté et a proposé une partie de poker. Un peu de jeu ne m'a jamais dérangé, alors j'ai accepté. Oui, j'ai ressenti un grand désir pour une petite partie. Dès le départ, il s'est avéré qu'il n'acceptait pas l'argent. Il demandait des événements de ma vie. J'étais surpris, mais j'ai décidé de continuer à jouer. Vous avez misé votre promotion et l'avez perdue. Eh bien, en fait, j'ai joué le jour où, malgré ma formation en mathématiques, je me suis lancée dans les finances et les opérations boursières. Mais oui, j'ai perdu. Et vous pensez avoir perdu votre poste du même coup? Exactement. Après la fin de la partie, l'homme a juste disparu. Personne n'a eu l'air de le remarquer. Quoi que ce soit d'étrange est-il arrivé pendant la partie? Non, nous étions assis au café et voilà. Mais les cartes étaient bizarres. Je pense qu'elles attiraient le joueur. Je me suis déjà assis plusieurs fois à cet même endroit et rien n'est arrivé. Où avez-vous eu ces cartes? Je crois qu'on me les a données pendant une fête. C'est la dernière fois que j'ai porté cette veste. La note, félicitations pour ton nouveau poste, et j'ai trouvé ensuite dans la même poche confirmer cette hypothèse. Vous rappelez-vous qui vous a fait ce cadeau? Non. Ce sera tout. Veuillez rejoindre les gardes qui vous attendent à l'extérieur. Avant que je parte, pouvez-vous me dire quel est mon métier actuel? Je ne suis pas présidente de la Banque nationale polonaise. Je vais enseigner les maths au lycée. Sortez maintenant. Au moins c'est cohérent avec mon éducation. Merci, je m'en souviendrai. Ah oui, quand même, en fait. C'est même pire que ce que j'étais en train d'imaginer. Conclusion, à la suite de l'interrogatoire, le fameux monsieur a reçu des amnésiques de classe C. Il était cependant toujours convaincu d'être le président de la Banque nationale de Pologne. Sa famille a reçu comme explication qu'il avait été agressé et traumatisé et avait développé des troubles de la personnalité. Bien joué, c'est cohérent. Ah ouais, mais en fait, ouais, c'est ça, c'est 1000 fois pire que ce que j'imaginais. Si, par exemple, vous pariez vos études et que vous perdez, en fait, toute trace de vos études vont partir, plus, du coup, le travail que vous faites derrière, parce que vous n'avez jamais fait les études, techniquement parlant. Donc, votre diplôme a disparu inévitablement, et du coup, tout travail que vous faites qui a un lien avec les études que vous avez fait, du coup, bye bye, quoi. Donc, c'est 1000 fois pire que ce que moi j'imaginais, en fait, en termes de pari, quoi. Après, le truc, c'est que, quand on te dit, je veux pas parier de l'argent, je veux parier un fait, un souvenir de ta mémoire, en fait, au final, c'est plus rassurant, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, t'as plus l'impression que, justement, tu mises rien de dangereux, mais c'est seulement quand tu perds que tu te rends compte que t'as fait une bêtise, en fait. C'est vicieux, très vicieux. Alors, maintenant, nous avons le rapport de test. Alors, test numéro 1 avec un classe D. Temps de jeu, 36 minutes. Temps réel, 1,2 secondes. Mon Dieu! Enregistrement via des caméras en mode accéléré et une
petite caméra fixée aux vêtements du testeur. Du coup, on n'a pas les enregistrements, ça a été un échec. Il a gagné. 5 jours plus tard, le sujet a gagné une nouvelle voiture. Eh ben, et pas de nouvelles informations. Ok. Deuxième test, ça a duré 1 heure alors qu'en fait ça a duré 2 secondes. L'enregistrement s'est fait via une encéphalographie, ok, mais ça a aussi échoué. Aucun changement détecté dans l'activité cérébrale. Et le mec a gagné. 1 semaine plus tard, le testeur a gagné un séjour dans une station balnéaire privatisée pour toute sa famille. Bah franchement chapeau hein. Le mec a été interrogé sur les origines du coup de Michel Parieur là, et il a répondu: les cartes ont toujours été ma vie et cela n'a pas changé. Est-ce que c'était du coup un ancien parieur et que c'était son jeu de cartes favori? Ou alors est-ce que c'était un croupier? Je sais pas. Test 3, il a duré 45 minutes alors qu'il a duré pour nous 1,5 secondes. Et ils ont utilisé un autre SCP polonais que nous on n'a pas. Du coup pour certainement soit enregistrés soit espionnés. Les mots partie privée, merci de ne pas espionner ont été enregistrés. Et le mec a perdu. Le sujet affirme avoir 2 enfants, un fils et une fille. Il a cependant qu'une fille. Aucune preuve matérielle ne peut confirmer l'existence du fils. Le testeur a probablement parié le jour de la naissance de celui-ci. Parfois je me dis que j'ai des dons de divination, c'est pas possible hein. C'est exactement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en fait. Il a été interrogé sur l'entité et le mec, il lui a demandé son prénom, mais il lui a répondu: personne ne peut contrôler ce qui ne lui appartient pas. T'es en train de dire que ton nom ne t'appartient pas, donc du coup, techniquement parlant, tu n'as pas de nom parce que t'as pas réussi à contrôler ton propre nom. Bah après, d'une certaine manière, on va dire psychologiquement parlant, enfin plutôt philosophiquement parlant, c'est un peu... Je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où effectivement, bon, moi j'appelle Alex, pas la seule Alex de l'univers. Donc techniquement, le prénom Alex ne m'appartient pas parce qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui portent le même prénom que moi. C'est ça que ça veut dire en fait. Pas un truc qui m'appartient à moi et à moi seul en fait. Test numéro 4, il a duré 39 minutes pour 1,3 secondes. On a tenté les caméras infrarouges et ça a aussi échoué. Le mec il a gagné et 1 semaine plus tard il a reçu un kebab gratuit. Eh, si t'as envie d'un kebab frère, prends un kebab hein. 5e test qui a duré 48 minutes pour 1,6 secondes. Il a pris un enregistreur d'ondes radio mais ça a aussi échoué. Ah, défaite! Le sujet affirme posséder une maison en banlieue. Il vit en fait dans un appartement au sein d'un immeuble avec ses parents. Le sujet a parié le moment où il a trouvé une offre pour un logement bon marché. Ah, raté! 6e test avec un autre SCP, le SCP-072-PL. Temps estimé 36 minutes pour 1,2 secondes. Et là, on a fait l'enregistrement via un compteur Geiger. Mais ça n'a pas fonctionné. Pas de relevés anormaux. Résultat de la partie nulle. La partie n'a pas eu lieu. Les sujets se sont contentés de discuter. D'accord, ok. Et après l'interaction, 72PL, il a dit il est mauvais, mais j'ai de la peine pour lui. L'objet n'a pas souhaité expliquer ce qu'il voulait dire. Attends. Donc déjà, on peut déjà se dire que le parieur est un peu une entité maléfique, on va dire, entre guillemets. Ou alors ouais, c'est un méchant, quoi. C'est intéressant, ouais. Ensuite, on a 2 tests qui ont été faits par le même classe D, tiens. Le premier, il a duré 42 minutes pour 1,4 secondes. Ils ont testé l'enregistrement à l'ultrason, ça n'a pas fonctionné. Et le mec, il a gagné. 2 jours plus tard, il a gagné un nouvel ordinateur. Bah pour un classé, un PC, c'est très bien. Et après, le deuxième test, il a duré 1h30, déjà beaucoup plus long, pour 3 secondes. Et ils ont tenté l'enregistrement via les champs magnétiques. Intéressant aussi. Ils sont vraiment en train de tester en fait s'ils peuvent faire un enregistrement ou pas en fait, c'est drôle. Et le mec, il a encore gagné. Le sujet affirme avoir joué pour la mise maximale. Malgré le passage d'une longue période de temps, le jeton n'a pas été échangé. Ça veut dire que le mec n'a jamais réussi à obtenir quelque chose de la même valeur que le jeton. Est-ce que la mise maximale, ça serait pas finalement le jour de ta naissance? Parce que techniquement parlant, c'est les premiers souvenirs que tu as en tant qu'être humain, techniquement parlant. Te souvenir de ta propre existence. S'il a parié sa propre date de naissance, par exemple, le truc ultime. Mais du coup, oui, t'as pas d'équivalent en fait à ta date de naissance. Peut-être la date de ta mort, mais il semblerait que ça soit pas compté, quoi. Après, je sais pas, hein, je fais des suppositions. Et le dernier test, du coup, qui a duré 72 minutes pour 2,4 secondes. Et là, ils ont testé l'enregistrement avec un champ gravitationnel. Dans l'intervalle de temps entre 240 et 250, 110 secondes, une augmentation significative de la force du champ gravitationnel a été détectée. D'accord. Et là, le mec, il a perdu. Le sujet affirme avoir une femme et 2 enfants. Il est en fait célibataire. Le sujet a mis le jour où il a rencontré sa femme. Bien sûr, bien joué. Bah oui, mais t'es con, hein, mec. Hein. J'ai envie de te dire que là, t'étais un peu con-con. Ok, en vrai, on a eu pas mal de choses intéressantes, justement. On a eu plus de renseignements, effectivement, sur le croupier, en fait. C'est très, très, très cool. Et là, on a le fameux incident... Oh,
Un incident a eu lieu le 13 novembre dans les années 2000 au cours d'un test standard impliquant le SCP. Le testeur était monsieur... Je ne sais pas prononcer ça. Je ne sais pas comment le prononcer, donc je pense que ça doit être Andrew, je sais pas. Je suis désolée, je vais vous appeler monsieur Koldak, parce que je ne sais pas du tout comment on prononce le L barré par exemple. C'est un ancien chauffeur de bus travaillant pour la fondation en tant que classe D. Ok. Il a perdu son travail à la suite d'un incident au cours duquel 20 personnes sont mortes et 60 blessées, ce qui lui a valu une condamnation à 15 ans de prison, où la fondation l'a obtenu. Il a été désigné comme testeur sur l'objet en raison de sa passion pour les jeux de cartes et d'argent. La partie s'est déroulée de manière standard jusqu'au moment où le testeur a misé le jour de l'accident. En sachant que du coup, le mec a parié le jour de l'accident, donc ça veut dire que s'il perd, ce fameux jour de l'accident n'aura jamais lieu et ce mec ne sera même pas en classe D. Est-ce qu'on va avoir le souvenir du fait que la fondation l'a choisi lui en tant que classe D pour faire l'examen? Je ne suis pas sûre. C'est ça qui va peut-être bugger. Alors, selon le classe D, le croupier a étonnamment déclaré forfait, affirmant que ça n'avait valé pas toujours le coup de gagner. Pardon? Le scénario de fin d'interaction standard a alors eu lieu et le testeur a reçu le jeton de poker gagnant. Mais la partie a duré 1,6 secondes, 48 minutes selon le testeur. 9 jours plus tard, le monsieur il est mort dans la collision d'un bus et d'un tramway. Il fut la seule victime de cet incident. Donc si le mec déclare forfait, t'es mort. C'est pas une si bonne nouvelle que ça. On va pas se mytho. Et on a un deuxième incident. L'incident a eu lieu le 9 juin dans les années 2000. Il a consisté en l'apparition dans la salle de stockage du SCP à un homme nu d'une quarantaine d'années. Bon, très bien. J'imagine très bien le mec à la caméra. L'analyse des enregistrements de caméra n'a pas permis de découvrir comment il s'est introduit dans les installations. Il n'a pas non plus été remarqué par les employés présents au sein du site. Bah pourtant, un homme nu, quand il se balade dans les couloirs, tu le remarques. Hein. Après avoir constaté que l'homme ne présentait aucun comportement anormal, celui-ci a été soumis à un interrogatoire dont l'enregistrement est disponible ici. Quel est votre nom? Je vais t'appeler Anthony. Mais vous m'appelez comme un numéro de classe D. Oh, c'est un des classes D. Vous n'avez jamais travaillé pour nous. Vous n'apparaissez dans aucune documentation. Comment êtes-vous entré dans la salle de stockage sans déclencher l'alarme? C'est un classe D qui a dû parier un truc qui fait qu'il n'est plus, qui est plus classe D dans la réalité. Vous m'avez fait entrer et vous m'avez dit de jouer aux cartes. J'ai fait 3 sections toutes perdues. C'est impossible, nous avons une règle disant qu'après une défaite, le testeur doit être changé. Je ne connais pas vos procédures, moi. De ce que je sais, c'est que quand j'ai perdu la première fois, l'homme m'a dit que mes enfants avaient disparu et n'avaient jamais existé. Puis il a suggéré que si je revenais jouer, je pourrais peut-être les regagner. Et il a disparu. Il m'avait dit de tout vous raconter. Ce que l'homme avait dit sonnait comme une mauvaise blague, mais au fond, je sentais que quelque chose avait changé. Alors j'ai essayé d'apprendre de vous ce qui se tramait. Un docteur est venu me voir, les autres l'appelaient juste F, et il m'a demandé si j'étais prêt à prendre plus de risques pour récupérer mes enfants. J'ai hoché la tête. Il a parlé aux autres chercheurs. Il m'avait gardé quelques jours dans une chambre digne d'un 3 étoiles, puis j'ai encore joué. Cette fois-ci, j'ai perdu ma maison et ma femme. Si vous n'avez pas quitté le site, comment savez-vous que vous aviez réellement perdu quoi que ce soit? La photo que j'avais toujours dans mon portefeuille avait disparu. Le docteur F m'a également montré des documents disant que j'étais célibataire et n'avais pas de maison. Il m'a même conduit à ma maison. Là-bas vivait un inconnu. Il m'a aussi conduit à la boutique de fleurs où ma femme travaille. Elle m'a traité comme un inconnu, c'était assez pour moi. Cela n'explique pas pourquoi nous ne savons rien de vous, ni comment vous vous êtes retrouvé nu dans la chambre de confinement. Ce sont les conséquences de la troisième partie. L'homme m'a dit que si je voulais regagner une si grosse perte, je devais jouer pour la mise maximum le jour de ma naissance. Mais putain, mais je suis un génie! Tout à l'heure, j'ai dit qu'effectivement la mise maximale c'était le jour de la naissance. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis devin, voilà. Pour sûr, j'ai perdu. Si vous n'êtes pas né, qu'est-ce que vous faites là? Je ne sais pas. Après ma défaite, l'homme a dit que je n'avais plus rien. Il a affirmé que je n'existais pas et qu'il n'y avait aucune trace que j'ai jamais existé. Que personne ne se souvenait de moi parce que personne ne m'avait jamais vu. Il a ajouté que je n'avais aucune chance de regagner ma vie au jeu, car je ne pourrais jamais fournir une mise assez haute. Bah là, en gros, il a fait tapis et il a perdu le tapis, quoi. Puis il a dit qu'il avait quand même moyen de me racheter. Il a dit que je pourrais travailler pour lui, que cela pourrait prendre du temps, mais que sinon je resterais littéralement toujours pour personne. Quand j'ai hésité, il a ajouté que même la plus honteuse des tâches rédemptrices valait mieux qu'un irrécupérable échec. Quand il l'a dit, j'ai eu le sentiment qu'il parlait en connaissance de cause. Continuez. Je suis désolée. Alors une porte en bois ornée est apparue sur le mur avec une fenêtre au centre. L'homme s'en est approché et l'a désigné avec un geste encourageant.
Il a dit, je cite, « Ici, tout le monde, sans exception, a sa propre dette à régler. » J'allais accepter son offre quand une lumière est apparue quelques secondes par la fenêtre. Comme quand dans la nuit une voiture passe. Ça m'a effrayé. Soudain j'ai senti les années, les décennies, même peut-être à errer dans l'obscurité complète en cherchant autre chose qu'un noir impénétrable. J'ai aussi senti la joie lorsque je la trouverai, une lumière rouge pulsant au rythme d'un cœur humain. Et la douleur quand le parieur la prendrait. Cela semblait m'approcher de la rédemption, mais me poussait également dans le noir à nouveau. Et je haïssais cet homme pour ça. Toutes ces émotions m'ont traversé en quelques secondes et m'ont fait le voir différemment. Je voulais être aussi loin de lui que possible, alors j'ai refusé. Pensez-vous que cet être lumineux vous a délibérément prévenu? Difficile à dire, mais je pense qu'il passait juste par là, et je l'ai entendu. Est-il arrivé autre chose? Pas vraiment, l'homme était clairement contrarié de mon refus, peut-être de l'apparition de cette lumière. Oui, je pense que c'était surtout la lumière. De toute façon, il s'est vite calmé, et il a dit que je n'étais pas le premier à refuser son offre, et que tôt ou tard je reviendrai à lui comme les autres. Puis il a disparu, et après un moment, vos gardes m'ont capturé. Je comprends. Un agent de sécurité attend derrière la porte, il va vous conduire à une cellule. Ouh, c'est intéressant tout ça. Malgré de nombreuses tentatives, aucun document n'a même de certificat de naissance ou information concernant l'interrogé n'a pu être obtenu. Ce qui confirme sa version. Monsieur Anthony est donc actuellement à la charge de la fondation dans l'espoir de découvrir de nouveaux éléments inconnus sur du coup le SCP. En l'absence de découverte, après un certain temps, son sort sera déterminé par le comité d'éthique. Après, le problème, c'est que ce mec, on peut lui donner une fausse identité et il peut repartir. Mais là, c'est super intéressant sur le fait que il semblerait que le parieur, du coup, le courtier, il ait un espèce de remords qui fait que il parie maintenant. Est-ce que justement il fait pas ses paris pour justement inciter les gens à faire la mise maximale qui est du coup le jour de naissance pour qu'après ils aient plus rien et que du coup derrière les gens partent dans cette espèce de portail lumineux qui ressemble un peu au paradis, j'ai envie de vous dire. Ça pourrait être un truc comme ça, mais ça serait un peu bizarre quand même. Mais en tout cas le SCP, ouais, il est très 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 intéressant. Et on a un dernier, le dessin. Attends, est-ce que c'est le classe D qu'on a qui était là? Non, c'est pas le même, je crois. On a un portrait de l'homme qui parie. Le parieur attend quelqu'un pour le défier, toujours prêt. Commentaire c'est le mec qui a gagné 2 fois, lui. C'est son numéro. Ça fait vraiment le parieur dans les séries. Hein. Le costume un peu en arlequin et tout, certainement en noir et vert, avec les jetons, la clope au bec, le whisky. En plus, là, le mec, il a une suite. Donc là, il a déjà gagné pas mal. En vrai, le dessin est très, 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 très sympa. Bien joué au classe D qui s'est très bien dessiné. Bien joué à Louis. D'ailleurs, la texture du vert, là, elle est très 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 bien dessinée. Bien joué à lui. Ah non, là, on est tombé sur un bon SCP, là. Franchement, très intéressant, très risqué pour les personnes qui concrètement sont addictes au jeu. Mais là, ouais, c'est très intéressant. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce SCP.